poursuivons nos conversations sous l'arbre après avoir voyagé sous les tropiques. En fait, on ne va pas complètement quitter les tropiques, mais on va prendre un autre moyen de transport. On ne va pas suivre les fruits flottants ou les graines. On va suivre le parcours de Christian Lapie, donc, qui est sculpteur et dessinateur, et qui a fait ses études à Reims, et ensuite à Paris, donc à l'école des Beaux-Arts. Et vous êtes resté finalement dans la région de Reims parce que votre atelier est là-bas. Mais ce qui a beaucoup changé votre vie et votre façon de faire, c'est un séjour en Amazonie. On revient aux forêts primaires, ou aux forêts tropicales en tout cas, parce que vous avez été invité à participer à une exposition Arte Amazonas au musée d'art moderne de Rio, donc on était en 92. Et là, vous avez une sorte d'épiphanie. Votre esprit a été bouleversé puisque vous avez rencontré la forêt tout simplement. Vous avez répondu finalement à l'appel de la forêt, c'est ce qui nous anime ici pendant ces 2 jours. Et donc depuis, vous vous êtes concentré sur les arbres qui est devenu votre médium finalement, puisque pour vous, l'arbre qui relie le ciel à la terre, c'est finalement une sorte de métaphore importante, et c'est celle qui transparaît dans toutes vos œuvres désormais. Pour ceux qui étaient là avec nous hier, vous avez sans doute pu admirer des œuvres de Christian Lapie dans le parc historique, et ceux qui n'étaient pas là hier, je vous enjoins à le faire dès que vous aurez 5 minutes, ce qui n'est pas à gagner, puisque je vois qu'entre 2 conversations, ça parle, ça discute, ça échange, et donc ça veut bien dire que ces conversations remplissent leur mission. Mais quand même, prenez le temps. Et donc, vous allez nous raconter votre parcours, et comment l'arbre a changé votre vie, votre façon de faire, et comment, j'y reviens, vous avez répondu à l'appel de la forêt. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On s'est tous plus ou moins aperçus hier et aujourd'hui. J'ai un parcours, je dirais, tout à fait particulier. Je me sens très intimidé par les scientifiques qui m'ont précédé parce que de mon côté, ce n'est que par le sensible, la poésie, l'émotion, et pas seulement l'arbre, le rapport à l'homme, le rapport à l'humain, qui m'a bouleversé en Amazonie. Et je vais vous faire un petit résumé de mon parcours. Et tout comme Muriel et Ernst, j'avais préparé mon intervention pour vous parler de mon enfance. Tout comme eux, j'ai eu une enfance de totale liberté dans les marais de Courmalois, qui sont des marais bordés d'une petite rivière. C'est d'ailleurs dans ces marais qu'Apollinaire a écrit et envoyé les poèmes à Loup pendant la guerre en 1915, au pied de mon atelier. J'ai découvert ça il y a une dizaine d'années. Et donc, c'est des marais qui sont, pour un enfant, c'était un lieu de jeu, de liberté. On partait la journée entière, on revenait quand il faisait nuit. On n'avait personne pour nous surveiller. J'en parlais tout à l'heure, nous avons des petits-enfants, ils n'ont pas cette liberté, quoi. Je me rends compte, c'est terrible. Ils sont sous surveillance complètement, ils sont contrôlés du soir au matin. Et même nous, quand on a nos petits-enfants, je ne les imagine pas là où moi j'ai joué, les laisser la journée entière. Et je me dis, là, il y a un bouleversement de société, il y a quelque chose qui est terrible. Et cet apprentissage que j'ai eu dans ces marais, donc voilà, ça c'est au bord de chez moi, c'est au bord de mon atelier. Dans ces marais, on construisait des cabanes. Moi, je faisais des sortes d'hôtels végétaux avec des branchages. Je m'inventais des mythes, je m'inventais des cérémonies, je m'inventais des tas de choses. Je dois dire, pendant que les autres jouaient au foot, hein, donc déjà dès le départ, j'avais quelque chose qui ne fonctionnait pas tout à fait bien. Et il faut savoir que dans ces marais, je reviens à Apollinaire, dans ces marais, on en voit encore quelques traces, des trous d'obus, des bouts de tranchées. Et dans notre jardin, mon épouse est là, elle qui jardine beaucoup, on trouve encore des boutons de vareuse, des balles. Dans cette rivière, en canoë, moi j'ai trouvé des grenades de la guerre 14. Hein. Donc il faut dire que cette terre était bouleversée. Et nous, enfants, on était en contact de ces traces de la guerre. Et ce n'était pas l'innocence dont on parlait hier à ce moment-là. Parce qu'il y a eu une conscience, moi j'ai réfléchi à ça en préparant cette intervention. J'ai eu une conscience des drames qui
qui avait existé à cet endroit. Parce qu'on trouve encore beaucoup de traces. Alors, dès qu'on sort de ce périmètre, cet endroit, c'était une sorte d'oasis au milieu des champs terrifiants. Hein. Glyphosate, c'est la plaine champenoise. Hein. C'est les plaines de céréales, de betteraves. Dès qu'on sort de ce périmètre, mais dès qu'on sort de ce périmètre, on trouve aussi les cimetières militaires, les cimetières allemands, français, immenses, italiens. Et tout ça m'a marqué. De plus, mon grand-père a fait toute la guerre dans les tranchées, à 5 km, 20 km de sa ferme. Et quand il est revenu pour cultiver ses champs, à la pelle, au tombereau, ils ont rebouché les tranchées pour pouvoir recultiver. Et moi, enfant, je savais ça. Et ça m'a profondément marqué. Ça sont les arbres en Champagne pendant la Première Guerre mondiale. Donc en fait, il ne nous reste que les arbres. Mais enfin, les restes des arbres, le peu d'arbres. Comme le disait tout à l'heure l'introduction, j'ai fait les Beaux-Arts de Reims, puis les Beaux-Arts de Paris. Et quand je suis revenu aux Beaux-Arts de Paris, j'ai décidé de m'installer en Champagne. Parce que je me suis dit, il faut que je travaille sur ma culture, ma personnalité. Je ne peux pas être un artiste à la mode et je ne peux pas être un artiste qui va s'inspirer d'artistes allemands, américains. Parce que j'ai ma propre culture, je vais tricher si je fais ça. Donc il faut que je travaille sur moi-même. Qui suis-je? Je viens d'où? Et je viens de là. Et là, c'est l'un de mes premiers ateliers dans le camp militaire de Mourmelon, où je travaillais avec des bâches militaires. Donc je voulais vraiment travailler sur ce sujet de la guerre, mais ce qui était enfoui sous la terre. Donc je récupérais des tôles des tranchées, je récupérais... Voilà, ça c'est une œuvre qui est au FRAC Champagne-Ardenne. Je récupérais des éléments bruts, des cendres, de la rouille. Comme on trouve beaucoup de buis, il y a encore de la rouille, hein, de la craie. Et je faisais des assemblages, des compositions que j'ai exposées dans les années 80 jusqu'aux années 90, 83, 85, 90. Et ainsi, je me suis retrouvé en Australie pendant la Première Guerre du Golfe. Et là, j'avais une Villa Médicis sur les murs. Et j'ai fait des œuvres comme celle-ci en Australie en prenant les titres des revues américaines sur mes œuvres pour faire un rapprochement entre la Première Guerre et les guerres qui revenaient et les guerres dans les Balkans. Je faisais ça par émotion, intuition, sans aucune analyse autre que celle de l'artiste qui se retrouve sensibilisé par tous les traumas de son époque. Mais c'est ce travail qui m'a amené à être invité pour Arte Amazonas, comme on le disait tout à l'heure, en 92. Comme je travaillais sur la Terre, ceux qui organisaient cette exposition, les commissaires, on pensait que j'étais à même d'exprimer quelque chose à ce sujet. Et donc c'est ainsi que je me suis retrouvé en 92. Là, c'est une photo que j'ai empruntée à notre ami Salgado, j'en ai emprunté deux. Je me suis retrouvé au milieu de la forêt amazonienne. Je suis passé de la Champagne. Alors, nos éminents collègues connaissent les forêts tropicales. Moi, c'était la première fois que j'arrivais dans une forêt tropicale. Et quand la porte de l'avion, c'était un petit avion, il faut que je vous dise aussi, nous étions 30 artistes invités. Il y avait comme point invités à faire une œuvre pendant un mois et demi, qui serait ensuite exposée au Musée d'Art Moderne de Rio pendant la conférence. Il y avait Belém, Manaus et Porto Velho. Belém, j'avais une vague idée où ça se situait. Manaus, je savais que c'était au centre de l'Amazonie. Mais Porto Velho, je n'avais pas d'idée. J'avais dit, moi, je veux être le plus loin possible. Et Porto Velho était le plus loin possible. Donc, sur le long du Rio Madeira, qui est un fleuve qui se jette dans l'Amazone. Et c'est un fleuve immense, énorme. Et quand la porte de l'avion s'est ouverte, cette humidité, c'est au mois de janvier, donc la saison des pluies est rentrée dans l'avion. J'ai trouvé ça incroyable. Et le survol de la forêt, juste avant d'atterrir au milieu de la forêt, j'ai cru que j'arrivais à l'origine du monde, que j'arrivais au... Donc je peux vous dire, pendant un mois et demi, j'étais les doigts dans la prise électrique, je dormais presque pas. J'étais dans un état
révélation, quoi. Tous mes sens étaient à vif par cette situation dont j'ignorais tout et qui s'est arrivé brutalement vers moi. Donc voilà, ça c'est toujours une photo de Salgado. Ça c'est les paysages qui entourent. Ça c'est une photo que moi j'ai réalisée là-bas, parce que j'étais en contact avec les caboclos. Ces caboclos sont les populations qui vivent le long des fleuves et qui sont un mélange de gens qui viennent du nord-est, mélangés avec des Indiens, des orpailleurs, parce qu'il y avait énormément d'orpailleurs le long du Rio Madeira. Et ces populations vivent avec très 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 peu de moyens. Ils m'ont reçu admirablement, généreusement, et ça m'a créé vraiment un choc. Donc ça, c'est la famille qui m'a accueilli un petit moment. Et ces gens ne sont pas dans un dénuement, mais ils sont dans un rapport aux choses de la vie qui est d'une simplicité absolue. Voici l'œuvre que j'ai réalisée en Amazonie. Parce que pour réaliser une œuvre qui allait être exposée au Musée d'Art moderne de Rio, je l'ai préparée bien sûr en amont. Vous aviez vu que j'ai travaillé avec des tôles ondulées récupérées des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et là, j'ai décidé de travailler avec des tôles que j'allais emprunter. Je voulais rien prendre, ni de la forêt, ni des lieux. Donc je me suis dit, je vais prendre des tôles ondulées, je vais en faire des moulages en plâtre, je vais les peindre des couleurs des favelas, et j'ai trouvé dans ma région, à Châlons en Champagne, une fabrique de papier peint qui n'existe plus maintenant, qui imprimait du papier représentant la forêt tropicale. Donc je suis parti au milieu de l'Amazonie avec 12 rouleaux de papier peint représentant la forêt tropicale. Je veux dire que c'était une œuvre d'un jeune artiste qui avait une volonté politique, d'ironie, de provocation, c'est ce que j'ai mis en place pour cette exposition. Donc ça, c'est l'œuvre dans l'atelier qui m'était alloué. Pour ceux qui ont vu le film Fitzcarraldo, et à un moment on voit des locomotives, c'est là où je travaillais, le long du fleuve. Et donc voilà l'œuvre exposée avec une œuvre d'Anthony Gormley au pied, qui était aussi avec moi dans cet atelier. Cette œuvre, j'ai toujours à l'atelier, dans des caisses quelque part. Et je vous ai montré des photos des caboclos parce que j'ai réalisé brutalement à ce moment-là deux choses essentielles. C'est que ces personnes ne pouvaient pas comprendre ce travail d'art contemporain qui travaillait sur l'ironie, sur l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art, qui ne pouvait s'adresser qu'à des gens très érudits. Je trouve ça très bien, mais je me suis dit, je suis plus sincère si je continue. Je suis fils de paysan, il faut que je reste dans une simplicité, il faut que je puisse m'adresser à tout le monde. C'est peut-être parce que j'étais aussi enfant de chœur dans l'église de mon village, mais il fallait de plein pied être généreux avec tout le monde et ne pas se couper du reste du monde. C'était très ambitieux comme idée. Et j'ai décidé, quand j'étais en Amazonie, de changer radicalement mon travail, mais sans savoir du tout ce que j'allais faire. J'avais fait une liste d'intentions et une liste de choses que je ne voulais plus faire. Et une liste aussi de matériaux. Il y avait effectivement le bois. Mais je n'avais jamais touché à un morceau de bois réellement. Et donc en revenant, je me suis mis à faire des expériences. Non, pas faire des expériences. En revenant, j'ai cherché ce que je pouvais faire. J'ai oublié d'ajouter quelque chose. Quand je suis sorti de l'école des Beaux-Arts de Paris, j'étais tellement... vous savez, c'est les écoles d'art. Il y a une directrice d'école d'art, elle est là toujours, oui. Les écoles d'art à l'époque, même à Paris, hein, dans l'atelier où j'étais, le maître d'atelier, le patron de l'atelier où vous étiez, était terriblement influent. Enfin, il s'occupait que des élèves qui imitaient ce que lui faisait. Les autres, dont je faisais partie, alors moi ça m'allait très bien, parce que j'avais déjà fait 5 ans aux Beaux-Arts de Reims. Arrivé aux Beaux-Arts de Paris, je voulais m'ouvrir au monde, découvrir d'autres choses.
Et me retrouver à nouveau comme à Reims, où des professeurs qui vous disent à partir de Cézanne, c'était une catastrophe. Voilà, on en était là dans les années 70. Hein. C'est des gens qui avaient été traumatisés par mai 68. Enfin, on a changé complètement d'époque, hein, je vous dis. Et je voulais absolument apprendre des choses quand j'étais aux Beaux-Arts de Paris, des choses nouvelles. Et en fait, ça m'a permis d'assister à des cours d'architecture dans l'école, à faire beaucoup de choses, courir les musées, courir les galeries, aller à la rencontre des jeunes artistes qui exposaient, les entendre, les écouter. Et comme ça, je me suis créé une volonté de profil, de vouloir être sincère et de travailler en Champagne, là d'où je venais, où j'avais passé ma jeunesse. Ça me permettait aussi d'avoir un atelier, ce que je n'aurais pas pu avoir à Paris. Donc voilà, je suis parti sur ce travail jusqu'en Amazonie, ce qu'on a vu précédemment. Puis quand je suis rentré d'Amazonie, quand j'ai dit, ben voilà, je ne peux plus continuer. Ah oui, je voulais dire, quand j'ai quitté les Beaux-Arts de Paris, jusqu'à l'Amazonie, j'ai arrêté complètement de dessiner. L'introduction, j'avais un dessin. Parce que je voulais vraiment me dégager de cet enseignement. C'était juste insupportable. Je ne pouvais pas tenir un crayon, un fusain, on parlait de fusain tout à l'heure, sans en avoir 3 au-dessus de moi, qui soit ricanaient, soit essayaient de vous recadrer dans ce que eux faisaient. Avec mon épouse, on a une expérience absolument extraordinaire la semaine dernière à Paris. Je ne parlerai pas de pourquoi on a rencontré un artiste qui était dans le même atelier que moi à Paris, qui était à la Villa Médicis, alors on ne disait plus prix de Rome dans ces années-là, mais qui a fait 1 an et demi à la Villa Médicis. Il est un petit peu plus âgé que moi, on a eu le même professeur, il était chez Caron, pareil, tout de la même façon. Vous rentrez dans son atelier, vous rentrez dans un cimetière. Tout était gris, terne. Il faisait la même peinture que Caron, mais en gris et en terne. Il passait des heures et des journées à faire... Alors, on a parlé librement ensemble, et lui, je lui dis, moi j'ai tout fait pour me débarrasser de ses pères. Et lui, il m'a dit, non, j'ai tout fait pour avoir des pères. On peut rire un peu. Hein. On a appris après que son papa était psychanalyste. Donc chez moi, toujours une volonté farouche d'indépendance, de liberté, d'ouverture au monde, et j'ai envie de générosité. Et donc dans ma liste d'œuvres à réaliser, que je voulais réaliser, je voulais une œuvre qui puisse être faite n'importe où. Alors ceux qui se promènent dans les forêts à travers le monde, on trouve toujours un morceau de bois. Donc aussi le bois, c'est un bon élément. Une branche tombée, un bois mort, on fait une installation. Bon, j'avais aussi, j'avais pas oublié à ce moment-là, les artistes anglais comme Richard Long, qui en ramassant quelques pierres vous font une œuvre. Voilà. Il y avait en moi cette idée-là. C'était un peu mes pères d'emprunt à ce moment-là. Il faut que je trouve un moyen d'exprimer l'homme. L'homme debout, l'homme en groupe, l'homme qui s'adresse aux autres hommes, mais en ayant sans pouvoir être identifié culturellement, religieusement, une neutralité apaisée, quelque chose, il est là, c'est tout. Il se dresse là, et quand on tombe... Alors je me suis dit, je vais faire quelque chose peut-être avec du bois. Du bois, je peux en trouver partout sur la planète. Et puis en marchant, je peux faire, comme je faisais enfant, un petit hôtel... entre 2 saules de trognes. On parlait des trônières dans mon atelier. Il y a des trônes qui sont là d'avant mon arrière-grand-père. Hein. C'est absolument magnifique, hein, des trônes de saules. À l'intérieur, nos filles faisaient des maisons à l'intérieur, mais voilà, on peut faire une sorte de petite chapelle, un petit rituel, on peut construire quelque chose. Donc, je me suis dit, je vais travailler dans ce sens-là. Mais que faire, comment... Et je voulais avoir une œuvre qui soit facilement identifiable. Nous avons une cheminée, je fais du bois avec les trognes et autre chose pour brûler dans la cheminée. Et en manipulant un morceau de bois, à force de chercher, au bout de 2 ans, voilà, j'ai redressé un morceau, je me suis dit, c'est incroyable, on dirait une figure, une silhouette, une ombre portée que l'on relève. C'est à peine visible,
En la manipulant un peu, j'ai très vite trouvé que cette forme pouvait être intéressante et le travail a commencé de cette façon-là. C'est ainsi que d'une première expérience, on m'a amené une deuxième expérience, une troisième, et maintenant j'ai des œuvres sur tous les continents. Mais ça s'est fait naturellement, sans que... C'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvé avec Chantal ici, c'est que d'avoir vu, c'est Jean-Michel qui a entendu parler de mon travail en Afrique, et le message est passé. Donc petit à petit, les choses se construisent. Je travaille, donc quand j'ai fondu, je me suis dit, il faut que je travaille avec une essence qui soit, qui a un sens pour moi. Alors là, on va revenir à la guerre 14, même jusqu'en 1870. Ma région était traversée par les guerres. Même on peut remonter à 1814, parce qu'il y a encore des monuments à Napoléon Ier, les campagnes. Donc jusqu'en 1945, notre région a été traversée par les guerres. Les guerres, les bombardements, continuellement. Les chênes sont, certains endroits, pleins de mitrailles. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des éclats d'obus, et donc leur usage est compliqué. Et cette mémoire de la guerre à l'intérieur de là, c'était quelque chose qui m'intéressait, parce que ça me permettait de revenir à ma base, à mes racines. Donc je me procure des arbres dans ma région, dans un rayon de 150 km. Ne voulons pas travailler avec des arbres exotiques, je ne voulais pas transporter des arbres à travers le monde, donc je suis dans un rayon. Le chêne a un autre avantage pour créer des silhouettes, parce que je ne connaissais rien au départ. Donc pour créer des silhouettes, le chêne on peut le fendre, sauf que ma première expérience était catastrophique, mais c'est un bûcheron du village qui fait du bois, m'avait emmené avec lui dans la forêt de Verzy. On a parlé de la forêt de Verzy tout à l'heure, c'est à 5 km de chez moi. Il m'a donné un sac plein de coins, de masses, puis il est parti avec son tronçonneuse. Et puis au bout de 4 heures, moi tous les coins étaient dans le chêne, coincés, je voulais dire, bloqués. Les dommages étaient en nage, il y avait de la neige, j'en pouvais plus. Puis avec sa tronçonneuse, il m'a dégagé tout ça, parce que je ne savais absolument pas m'y prendre. Mes premières expériences, j'ai travaillé avec des bûcherons qui travaillent pour l'ONF. C'était pour un projet dans un parc. Ils avaient abattu des arbres. L'ONF a abattu des arbres morts. Et ils avaient décidé de me commander une œuvre qui avait duré 1 an. Et je suis arrivé, alors j'avais jusque-là une petite tronçonneuse électrique pour faire l'œuvre précédente, les premiers essais. Et je suis arrivé avec une tronçonneuse toute neuve, pas trop grosse, moyenne. Je ne savais pas la démarrer. Donc j'aurais dit, il faut que vous m'expliquiez l'usage, les consignes, l'entretien. Je n'y connais rien du tout. Petit à petit, j'ai appris à utiliser ce matériau. Son autre possibilité, c'est que le chêne est bourré de tanins, donc ça permet il se conserve naturellement assez bien, voire très bien à l'extérieur. Donc c'est ainsi que j'achète des arbres. Ça, c'est mon atelier, avec mon jouet préféré, masse et coin. Donc voilà, ça c'est certains arbres. Alors maintenant, je travaille avec la même scierie qui est dans les Ardennes depuis 25 ans maintenant. Et maintenant, c'est eux qui m'appellent en me disant... parce que alors, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, les scieries. Moi, je sais un peu pour les forêts de chênes. Ils achètent aux enchères des coupes. Et les arbres sont marqués. Sont pas moi, les scieries avec qui je travaille, ce ne sont pas des coupes blanches. Les arbres sont marqués. Il y a certains chênes, vous en parliez hier, pour la régénération, sont conservés, dont d'autres sont abattus. Et certains sont désignés. Et il m'arrive, moi, d'aller avec les bûcherons directement sur la coupe en disant j'aimerais bien celui-ci ou celui-là. Et j'ai choisi ceux qui sont droits de fil, c'est-à-dire qu'on puisse fendre à la main. Donc il n'y a pas de nœud. Donc vous voyez, ça c'est avec ma petite équipe locale. Donc on les fend en mettant des coins à l'intérieur. Et on met un coin, on frappe.
On parlait aussi de la cadence de la scie. Ça, c'est assez beau à faire parce qu'à 3 ou à 4, quand on met des coins en plein hiver, il y a une espèce de rythme qui s'installe. Il y a toute une sorte de cérémonial. Et puis petit à petit, l'arbre se fend. On ne peut pas revenir en arrière. Quand on a mis le premier coin, c'est impossible de dire « Oh là 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 là, j'ai fait une bêtise ». Non, on est obligé de continuer. Ça ne permet pas de revenir en arrière. Et puis on met un coin, on en met un autre, on en met un autre, et on finit par donc là, par le fendre sur sa totalité. Et on voit la trace des coins noirs et le séparer en deux. Et à ce moment-là, ça fait partie des grandes émotions dans ce travail, c'est que immédiatement, je sais ce que je vais en faire, une fois qu'il est fendu. Je vois la silhouette qu'il me propose. En fait, c'est l'arbre qui me donne ses intentions. Moi, je l'interprète, mais je suis l'interprète de l'arbre. Et c'est lui qui me propose quelque chose. C'est pour ça que mes œuvres, je les laisse les plus simples, les plus brutes possibles. J'interviens très peu. Ça, c'est un coin de l'atelier. Et donc, à la tronçonneuse, je dégage une silhouette. Une petite parenthèse, vous avez vu que mes œuvres sont noires. Elles sont noires pour 2-3 raisons. Au tout départ, elles étaient brutes. Et quand je les montrais, les gens voulaient tout de suite savoir quelle était l'essence de l'arbre. Alors je me disais, il faut que je gomme ça. Parce que d'un seul coup, je tombais dans l'artisanat. Je voulais savoir si c'était des fruitiers. On dérivait tout de suite sur quelque chose que je considérais qui est noble, mais que je considérais dans mon projet qui était anecdotique. Donc je n'étais pas là pour parler des essences, j'étais là pour faire un double de l'homme dans la nature. Donc voilà. Et mes premières œuvres étaient en hêtre. J'avais fait dans le Doubs, j'avais trouvé une société qui faisait du hêtre chauffé, sans oxygène pour le conserver. J'avais exposé à la Fondation Garlin, c'était il y a fort longtemps, plus de 25 ans, une œuvre en hêtre chauffée. Et la Fondation a décidé d'acheter l'œuvre. C'était potentiellement, ça conservait le bois, mais 8 mois après, ils m'ont appelé en me disant c'est plein de champignons et plein de... Donc je lui ai dit là, il y a une catastrophe, je ne peux pas continuer comme ça. Et un ami, charpentier de marine, architecte aussi de marine, je me suis adressé à lui, il m'a dit il n'y a qu'une solution, c'est le chêne. Et le chêne créosoté pour les traverses de chemin de fer, ce que je ne fais pas actuellement, mais ce que j'ai fait au début. Donc je suis allé à la recherche d'une scierie qui traitait le chêne comme les traverses de chemin de fer pour qu'on puisse le conserver en extérieur sous tous les climats. Donc quand les pièces reviennent, voilà, je les redresse pour constituer des groupes. Je les constitue très généralement à partir du même arbre ou du même groupe d'arbres. Vous avez vu, je les fends en 2, je peux les fendre en 3, en 4. Donc voilà, ça c'est un aperçu de mon atelier avec les différents groupes qui sont installés en attente d'être exposés ou dirigés vers un collectionneur. Là, on est toujours au milieu des marais de Courmelois. Ma maison est juste à côté et mes terrains de jeu d'enfance sont là également. Donc voilà. Ça, c'est de la petite rivière de tout à l'heure. Ça, c'est toujours l'atelier. En hiver, c'est pas mal. Ça nous rafraîchit un peu. Voilà. Ça, c'est... Une des premières œuvres très émouvantes pour moi, c'est à Sulzbourg. Nous sommes dans le sud de l'Allemagne, dans le Bade-Württemberg. On m'appelle, on me demande de faire une œuvre pour la synagogue. Synagogue miraculeusement épargnée par les nazis, pour des raisons... Elle était au milieu du village. En la brûlant, ils brûlaient les maisons. Et quelqu'un l'avait achetée pour mettre du fourrage, etc. Donc, voilà. Donc la synagogue
resté en place. Ils ont décidé d'en faire un lieu de mémoire et un lieu de culture, mais plus du tout dédié au culte. Donc ils l'ont restauré, on aura une image après. Donc ils m'invitent pour faire une exposition dans la synagogue, créer une œuvre in situ dans la synagogue. Et quand j'étais dans l'hôtel, là c'est le début de la Forêt Noire, on est dans le Bad Württemberg. Quand j'étais dans l'hôtel, dans cette bourgade, je discute avec les hôteliers qui étaient à 15 mètres de la synagogue, qui depuis des années fait des choses culturelles. Et jamais il n'y mettait les pieds, jamais il poussait la porte. Et je me demandais qui venait, c'est les gens de Fribourg, les gens qui venaient de Bâle, ceux qui venaient de France, de l'autre côté du Rhin, bref. Donc, mais plutôt des gens des villes qui se déplaçaient là pour voir, mais pas les gens du village. Parce qu'ils n'avaient pas envie d'être confrontés à la culture contemporaine. Ils donnaient aussi des concerts, des conférences, pensant que peut-être c'était des choses... Peut-être aussi parce que c'était la synagogue, et que quelque part, les choses n'étaient pas complètement effacées. Je veux dire, par là, il y avait une responsabilité collective aussi. J'imagine que ça jouait dans cette... voilà, on n'y allait pas, quoi. Et j'aurais dit, je veux vous proposer... Ah oui, il existe un cimetière juif, évidemment éloigné du village, dans la vallée, près d'une mine, une ancienne mine de plomb ou d'argent, je ne sais plus. Donc un endroit... Et un cimetière, c'est un miracle de beauté, quoi. C'est toutes ces pierres alignées, des tailles de cette taille à celle-ci. Donc j'ai repris ce plan. J'aurais demandé de pouvoir utiliser alors là, ce ne sont pas des chênes, des arbres de la forêt alentour, des arbres dont je disais, ils avaient tout vu, tout entendu de ce qui s'était passé dans la synagogue, et je vais les utiliser pour faire une œuvre. Il faudrait avoir l'autorisation des propriétaires des vergers qui sont à l'entrée du bourg pour y mettre une installation. Et puis, ça sera bien aussi de demander que l'installation reste, parce que l'exposition c'était seulement pour l'été, une année complète. Parce que quand les enfants vont à l'école, quand les gens vont travailler, c'est un cul-de-sac un petit peu Sulzbourg, vont faire des courses, enfin leurs activités normales, ils passent forcément par là. Et à ce moment-là, ils verront cette œuvre sous toutes les lumières. On voit la route au loin qui passe, voilà, on la voit au fond. Et ils vont pouvoir être confrontés à cette œuvre de façon quotidienne. Et je vais pouvoir, moi également, c'est en 2000, et je vais pouvoir également tester mon projet en grandeur nature. Donc là, on n'en voit pas sur cette photo-là, mais à l'automne, une fois je suis venu, je passais voir, et les gens avaient mis des pommes, comme dans les cimetières juifs, on met des pierres sur les épaules. Et c'était très émouvant, très touchant. Voilà. Il n'y avait pas de barrière, rien. C'était la route passe, en libre accès complet. Voilà l'installation que j'avais réalisée à l'intérieur de la synagogue rénovée. Donc c'est une installation faite avec les arbres qui avaient tout vu, tout entendu dans la synagogue. Il y a eu une proposition d'achat et j'ai décidé que, compte tenu de l'histoire, de ce que je voulais faire et du projet, il fallait tout détruire à la fin. Il fallait qu'on garde la mémoire, les photos, mais il ne fallait pas que ça devienne un objet commercial ou un objet de collection. Donc l'œuvre était détruite par ma volonté. On m'a demandé de faire une œuvre au Cameroun, à Ngaoundéré. Donc j'ai installé dans la ville 5 groupes de sculptures en 2001. Et quelques mois après, j'avais 5 chantiers en même temps dans la ville. Qui creusaient, qui faisaient les fondations. Donc il y avait un groupe de jeunes qui avait... donc l'Institut français avait un petit budget. Ce groupe de jeunes, avec ce budget, ça leur permettait de travailler. Donc ils avaient loué un petit Toyota pick-up. Ils faisaient du ciment, ils creusaient à la main les tranchées. On a installé...
Et quand moi je me déplaçais d'un chantier à l'autre en moto-taxi, les- le conducteur de la moto, certains, il y en a un surtout qui m'a dit, oh là là, vous avez vu ce qu'il y a dans la ville, les œuvres là, il y a ces familles africaines, il n'y a qu'un artiste africain qui peut représenter la famille africaine. Là, ça. Et je me dis, c'est super, c'est exactement ce que j'attendais. C'est que mon œuvre peut s'adapter à toutes les cultures. Et il me disait, qu'est-ce que c'est bien d'avoir fait ça, parce que ça représente la famille africaine, et en même temps, tous nos gris-gris, tous nos fétiches qu'on a cachés un peu au fond du jardin, qu'on n'ose plus trop sortir, parce que voilà, c'est pas très bien vu. Alors effectivement, c'est pas très bien vu par les islamistes, qui sont venus quelques mois après et qui ont brûlé, avec des pneus enflammés, toute mon œuvre. Donc ça, c'est une œuvre que j'ai réalisée en hommage aux soldats américains à Fim, qui sont venus par dizaines de milliers mourir en 1917 dans la Marne. Une autre œuvre importante pour moi, c'est ce Fort 61. En 2000, je suis invité par un projet naissant dans la préfecture de Niigata, dans un parc qui s'appelle Echigo Tsumari. C'est à l'ouest de Tokyo, dans les montagnes, dans les rizières. Et il y a beaucoup de neige. Il est arrivé certaines années que mes œuvres soient recouvertes de neige. Et j'étais invité à créer une œuvre avec d'autres artistes pour cette manifestation. Je suis arrivé à Tokyo, on nous a fait visiter ces rizières, et puis nous sommes revenus à Tokyo et nous avons eu une semaine pour faire un projet. Je veux dire que je n'ai pas beaucoup dormi non plus, parce que j'avais tellement envie de faire un projet. Je me suis inspiré des fermes fortifiées de cette région qui sont construites à partir de poteaux en bois tous les 70-12 cm. Donc j'ai repris un plan complet et à chaque poteau, j'ai symboliquement mis une de mes figures que j'ai réalisée pour ce projet. Cette œuvre est toujours en place depuis 25 ans dans ce parc de sculpture et c'est devenu une des œuvres, comme pour ici à Chaumont, une des œuvres permanentes. Là, nous sommes à Reims, cours du Musée des Beaux-Arts. En 2002, j'ai fait une exposition, une installation dans la cour du musée. Là, l'idée, c'était de réunir à la fois les moments historiques forts de la ville, la cathédrale, un bâtiment des années 20, et ce bâtiment du 18e. C'est au sud de Poitiers, en 2000-2001, j'ai été contacté par des propriétaires qui avaient vu leur forêt déracinée par la tempête de 99. Et leur réaction était double, c'était arracher complètement, nettoyer, arracher les souches de la forêt, demander à 4 artistes, Joël Chapiro qui est décédé la semaine dernière, Anthony Gormley et Goldsworthy, de puiser dans cette masse de bois tombé pour faire une œuvre. Donc moi j'ai utilisé un certain nombre d'arbres, combien en a-t-il ? Je sais pas. Il y en a beaucoup. Pour faire ce que j'ai appelé le pré de l'entre-deux. Symboliquement, c'est un passage vers la nouvelle forêt. C'est-à-dire que la propriété, on la voit à peine, on voit les toitures au fond. C'est symboliquement pour marquer une porte, une allée et une autre porte vers la nouvelle forêt. Et quand j'ai installé l'œuvre, la nouvelle forêt n'existait pas, et maintenant elle est en train de rattraper ma sculpture. Donc voilà. Et j'ai eu une belle expérience également au Canada, où j'ai même obtenu un permis de bûcheron.
Oui, parce que j'avais fait un projet, j'étais invité dans une résidence pour artistes par le musée de Blermont, et j'ai arpenté les forêts autour de Crow's Nest, et j'ai pensé que j'allais faire une œuvre sans aucun moyen technique, en utilisant la pente des montagnes, mais en utilisant des arbres morts. Donc abattre un arbre mort, puis le redresser grâce à la pente, sans trop d'effort. Donc le musée m'avait confié un assistant, il avait loué une tronçonneuse, il y avait le mari de la conservatrice qui était à la retraite, avec son chien, et on est allé faire cette œuvre. Bon, les forêts au Canada brûlent, souvent, et la forêt, et mon œuvre a brûlé avec un autre incendie, mais là non volontaire. Ça, c'est une commande qui m'a été faite pour la Fondation Salomon. Alors, cette œuvre n'est plus à cet endroit. La Fondation Salomon, à l'époque, était au château d'Alex, château d'Arenton à Alex, et elle était dans son parc de sculptures. Et la Fondation Salomon est maintenant repliée sur Annecy. Et pour ceux qui auraient la possibilité d'aller à Annecy à partir du mois d'octobre, là, j'aurai une exposition de dessin à la Fondation Salomon, à l'abbaye, à Annecy, à partir du mois d'octobre. Ça, c'est le chemin des dames. C'est une œuvre qui fonctionne très bien, qui était très émouvante à réaliser. C'est en hommage aux tirailleurs sénégalais. Donc, j'ai pris c'est à la caverne du dragon. Il existe une constellation du dragon que j'ai reportée sur le terrain. Et à chaque point, j'ai érigé. Voilà. Et en recréant également symboliquement une tranchée, pour qu'on se retrouve dans la situation de cet isolement face au paysage. Alors je vais passer un peu vite parce que là nous sommes en Ardèche, sur les crêtes ardéchoises. C'est une œuvre qui a été commandée par une association, Martinique, Fondation Clément. Alors, une œuvre qui fonctionne très bien, qui a été très très bien perçue par la population, qui là aussi a, non seulement la population, mais et même Patrick Chamoiseau, on rebondit sur l'œuvre qui était installée à côté d'un fromager, et moi j'ai choisi l'endroit, mais de manière intuitive. Je ne suis pas du tout scientifique, tout ce que je fais c'est très intuitif, et Patrick Chamoiseau a fait un très beau texte, là les livres sont partis, mais sur un de mes livres, en introduction, sur ce fromager. C'est le fromager où on punissait les esclaves. Et pour eux, c'est devenu un symbole de ça. Et moi, je ne sais pas du tout, je l'ignorais complètement. Donc, la manière dont moi j'interprète les œuvres, d'interpréter mon œuvre. Voilà, Émoutier, dans un bras mort du Rhin, en Autriche. Il y a une dame suisse, elle est là toujours ? Ah, elle est là, voilà. Vous êtes discrète. On en parlait hier. Oui, voilà. À Villérance. C'est un château avec un grand parc de sculptures. À l'époque, je travaillais encore parce que j'ai exposé pendant 25 ans avec la galerie Alice Poli à Lausanne. Et le château de Villérance, qui est à côté de Lausanne, m'avait invité à faire une exposition de sculptures dans son parc. Et le bonheur est qu'ils ont gardé, je pense, au moins 5 groupes de sculptures. Maintenant, j'ai un peu oublié, mais et celles-ci, ils sont toujours. Hein. Une autre œuvre que j'ai réalisée avec beaucoup d'émotion, c'est pour l'historiale Jeanne d'Arc. Voilà. À Rouen, au pied de la cathédrale. Donc on peut imaginer, c'est l'endroit, c'est pas l'endroit où elle était jugée, mais c'est l'endroit où était révisé son procès. On a décrété, mais
je sais plus, 10 ans après, qu'en fait, elle n'était pas coupable. C'était un peu tard. Voilà. Collection privée aux Seychelles. Un petit tour à Paris, place du Louvre. J'ai eu la chance d'être invité pour le siècle sous l'âge dans les 3 musées de Rodez en 2019. Et cette sculpture est restée au pied du musée. Il y a un moment, tout à l'heure, dans les photos dans l'atelier, on voyait une coupe d'un très gros tronc, très blanche. C'est cet arbre-là. C'était plus haut que moi. Là, c'est pour le plaisir, comme on dit, le plaisir des yeux, quoi. Je dirais. Avoir une figure simple, sobre, comme ça. Voilà, ça est toujours ça. Je cherche toujours à trouver l'espace, l'endroit où la sculpture pourra... Je ne veux pas que ce soit une sculpture-objet, je veux qu'elle se fonde dans le paysage, qu'elle soit en écho, et qu'on ait l'impression, même s'il y a une plaque métallique, qu'elle a toujours été là, quoi. C'est une œuvre qui est à cet endroit depuis très longtemps, qu'elle habite ce paysage, peut-être même avant que certains éléments du paysage ne soient présents. On vient au dessin. Donc j'ai recommencé à dessiner. Donc j'ai toute une partie d'œuvres autonomes, j'ai envie de dire, qui ne sont pas des sculptures. Là, ça accompagne une sculpture. Ça, c'est une commande privée. Voilà. C'est une œuvre qui ne se découvre que quand on la parcourt complètement. On ne peut jamais la voir complètement. Là, certains reconnaîtront leur espace. On dirait bien la galerie Eric Stanslag. Je dessine des forêts. La première photo était une forêt. Je dessine des forêts dans lesquelles je réinscris. Et ces moments de dessin sont... Là, je m'immerge complètement. Je ne sais plus si je suis arbre, forêt. Le monde n'existe plus. Rien n'existe que cet espace que je suis en train de créer. Ça peut durer des jours, il y a des moments un peu pénibles, parce que voilà, on se dit je suis dans l'erreur, mais c'est extraordinaire comme moment. Mes œuvres peuvent également être à l'intérieur, comme toujours dans la galerie Erix, également, une série de dessins d'arbres, de végétaux. Je fais aussi des peintures sur papier. Là, ce sont des bronzes, ça ne se voit pas, mais ce sont des bronzes. L'atelier où je dessine, donc pas l'atelier, voilà. L'atelier où je dessine. Et voilà, l'atelier où je dessine avec des bronzes et des dessins en cours de réalisation. Et je vais conclure avec notre présence à tous ici, grâce à Chantal. Déjà, merci. Alors, à plusieurs reprises, vous nous avez beaucoup séparés, vous les artistes et nous les scientifiques. C'est par timidité. Moi, je trouve ça marrant. Et modestie, parce que je me dis, oh là là. Donc, moi, quand j'ai vu la liste des gens invités, bon, il y avait Francis Salé qui devait venir. Il se trouve que je connais Francis Salé. Ah, oui. Alors, je veux dire, voilà. Mais quoi. Pourtant, et certainement lui aussi, et vous aussi, beaucoup. Et nous aussi, il me semble que ça commence par la même chose, c'est-à-dire cette révélation dont vous avez parlé en forêt. Donc finalement, en forêt et spécifiquement dans ces forêts-là, je trouve ça rigolo. À vous également. Oui, tout à fait. Et finalement, aussi la façon dont vous avez présenté votre méthode, donc comment vous choisissez votre arbre, et puis toute la méthodologie jusqu'à la structure, je trouve que ça ressemble un peu à nos protocoles. Et finalement, les protocoles, alors ils sont très différents dans le contenu, même nos protocoles entre nous sont différents. Mais je trouvais ça marrant. Bon, c'est une remarque comme ça. Question au sujet des essences. Vous avez dit que pour vous, c'était très important de séparer l'essence de l'arbre de l'humain que vous vouliez représenter dans la nature. Est-ce qu'il est catégoriquement impensable de séparer l'essence de l'arbre de la personnalité de l'être humain ? C'est une question de néophyte.
tout à fait naïvement. C'est le symbole de l'arbre qui m'intéresse, mais c'est pas le meuble. Non, mais c'était avec des gens, c'était pas avec des spécialistes. Hein. Oui. Et donc c'était le tout à chacun, quand il pense bois, voilà, essence, il pense meuble de salle à manger. Et on partait là-dessus. Je voulais pas ça du tout. Donc il fallait que je masque ça. Hein. Vous avez dit que vous faisiez que révéliez ce qui était à l'intérieur de l'arbre. Ça me rappelle une histoire avec le sculpteur Sandoz. Vous en rappelez ? Non. Alors je vais la raconter rapidement. Donc il y a Sandoz, qui est un sculpteur de la fin du XIXe siècle, qui est là et il est en train de sculpter dans une grosse pièce de marbre. Il y a un enfant de 6 ans qui vient tous les jours le voir. Et Sandoz lui dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il répond rien. Il répond jamais rien. Et puis l'œuvre est finie. C'est un cheval. Et l'enfant lui dit « Mais comment tu savais qu'il y avait un cheval dans la pierre ?» Oui, je connaissais. C'est très joli. Oui, moi je voulais revenir, s'il vous plaît, sur vos motivations dans le choix de la couleur noire. Vous avez dit que c'était justement pour gommer l'essence, mais apparemment il y en avait aussi de multiples autres raisons. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquelles, s'il vous plaît ? C'est une manière aussi de dessiner dans le paysage. Voilà, comme un bâton de fusain, quoi. C'est une manière de dessiner dans le paysage, d'arriver en mettant une trace dans le paysage. Ouais. Comme sur la paroi d'une grotte, la grotte Chauvet, je veux dire, on fait une marque. Quoi. Ouais, c'était ça. Ouais. Alors moi j'ai une autre question. Tout à l'heure avec les arbres, on parlait de la lumière, de la verticalité, d'aller chercher la lumière en haut. Ici les visages, ceux qu'on devine être des visages, sont tout en haut, tout en hauteur. Ouais. Pourquoi ? Pour quel horizon ? Pour quelle lumière ? Il y a une certaine modestie en fait de l'homme face à la nature, j'ai l'impression. Mais en même temps, pourquoi ils sont tout en haut comme ça, les personnages ? J'aime à ce qu'ils nous surplombent un petit peu pour nous donner un peu de relief au paysage, de profondeur, d'intention. Et j'aime que l'homme se tienne debout et pas trop couché, quoi. Donc c'est l'idée du nombre, redressé. Hein. Donc cette ombre qui se redresse, c'est une manière de... Et toujours en groupe aussi, le fait que ce soit en groupe. Il y a quelques figures isolées, elles sont intéressantes également, mais le fait que ce soit en groupe, ça va. Et, oui, il faut que ce soit élancé vers le ciel, quoi. On a besoin d'élévation spirituelle, physique, je trouve. Mais pour moi, c'est spontané, c'est naturel, c'est pas calculé. Oui, c'est très intuitif. C'est très intuitif, c'est pas intellectualisé du tout. Parce qu'on a l'impression qu'elle regarde un horizon, quelque chose plus loin, plus loin que nous, quoi, pour nous porter plus loin. C'est ce qu'il faudrait faire, non ? C'est regarder plus loin. J'aurais une question sur la mémoire. Oui. Les arbres portent une mémoire, surtout les grands arbres. Oui. C'était aussi, ça m'a évoqué aussi des peuples comme les Tcharaï qui font des sculptures pour honorer les ancêtres. Et donc c'est la mémoire des ancêtres, mais aussi la protection qu'ils apportent aux vivants. Tout à fait. Là, il y a cette idée... ce qui me plaît beaucoup, c'est que les gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas le travail, quand ils le voient, c'est ce qui s'est produit hier. J'avais quelques commentaires. J'ai l'impression qu'ils nous protègent, l'impression que ces figures sont bienveillantes. À l'inverse, si je décrivais, si on ne connaît pas le projet, si on ne connaît pas la réalisation de mes œuvres, si je dis, vous savez, j'ai envie de faire des sculptures avec des grands arbres. Les sculptures, elles font entre 6 et 8 mètres de haut. Bon. Elles seront toutes noires et dressées dans la nature. Vous allez dire, oh là 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 là, ça va faire peur aux enfants, ça va terrifier les populations. Ça va être... Et en fait, non, le fait que l'arbre soit resté naturel, il s'ouvre à vous, il y a et son élégance naturelle, le fait que j'intervienne très peu, nous fait passer de cette appréhension potentiel, mais la réalité, elle est très bienveillante. Cet arbre, il est là, parce physiquement, il existe, lui. Émotionnellement aussi. Moi, j'ai
3 grandes émotions. C'est quand je les choisis, mes arbres. Ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si on dit ça, mais les scieurs, les bûcherons, ils parlent de sujet. Ils disent on a un beau sujet pour toi, on a sélectionné de beaux sujets pour toi. Ils ne disent pas des arbres, ils ne disent pas de la matière, ils disent des sujets. C'est magnifique, quoi. Et donc, en les choisissant, c'est toute la promesse de ce qu'il va aller. Et quand ils se font, c'est extraordinaire, quoi. Et après, quand on les met dans l'espace, comme ici à Chaumont, quoi. Quand la réalisation, là, sont des moments très, très, très émouvants. Je retrouve un peu la force de l'émotion quand la porte de l'avion s'est ouverte. Vous savez, ce genre de choses, c'est très puissante, quoi, qui vous dépasse complètement, quoi. Vous n'êtes plus vraiment vous-même, vous êtes transporté par ce que vous voyez, que vous ressentez. Et nous, on a une émotion quand on découvre vos œuvres dans un paysage, de façon complètement inattendue. Et on arrive à à identifier tout de suite que c'est vous. Oui, parce que oui, ça faisait partie aussi de mon projet. Il faut dire que ces dames, elles ont vu je ne sais pas combien de mes œuvres. Elles ont fait la liste hier, j'ai commencé à cocher. Oui, mais la Martinique, vous avez vu... Oui, de façon complètement inopinée. Voilà, mais vous les avez repérés à chaque fois. Voilà, à chaque fois. Ouais. Quelle serait votre pensée vis-à-vis de l'arbre qui est devant vous et puis qui est couché et va être fendu lui-même? Je suis intimidé toujours. Oui. Si c'est un sentiment, mais c'est très intimidant. Démarrer, c'est très intimidant. C'est plein d'hésitations. Je travaille toujours avec la même équipe, depuis 25 ans. Et équipe formée sur le tas, parce que personne ne sait maintenant fendre un arbre. Ils font 8 mètres de long et 1,50 m. Et on est 3 ou 4 à taper avec les masses. Donc, et quand on le démarre, ou pas encore, alors, toutes ces hésitations, puis tout le monde le regarde. Mais il y a aussi l'intimidation de cette magnifique pièce de bois, absolument magnifique. Oui. Puis la peur de louper, de gâcher, de louper. Ouais. Ça n'est jamais arrivé. Mais ça, c'est le côté paysan, vous savez, il ne faut rien perdre. Puis on se demande si on a bien fait, on se dit oh là 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 là. Non, c'est vrai que c'est tellement beau, c'est tellement... Il y a quelques arbres, les plus belles pièces, comme celle qui est à l'angle du musée Soulage. C'est un arbre qui est tombé dans une forêt. Il a un gros coup de vent. Il m'appelle en me disant Christian, on a un beau sujet pour toi, tu ne veux pas venir le voir? Hop, je vais dans les Ardennes, belge, là. Je vais voir l'arbre, je le regarde. Effectivement, ouais. Waouh. Mais avec mon engin, je n'arriverai jamais à le manipuler, c'est beaucoup trop lourd. Tant pis, on va se débrouiller, on va le faire et tout. Et puis à la fin, je dis bon, je l'achète, vous me faites quel prix? Parce que ce sont des marchands, c'est un peu des maquignons, les marchands de bois. Donc, vous me le vendez combien? Et bon, la transaction se passe, je dis, d'accord. Et ils me disent, t'as bien fait, parce que de toute façon, ça passait pas sur le banc de scie. Trop gros. Trop gros, trop lourd. J'ai essayé de compter les cernes. Au bout d'un moment, on se perd. C'est tellement serré que... Au début, on dit 1, 10, 20, 20. Puis sur un arbre comme ça, il y en a combien? 400, je sais pas. Au moins. Et on trouve de la mitraille. Quand on les fend, ça se voit, ça fait des taches, comme des taches d'encre de Chine. Le métal, quand on met, je pense que c'est le tanin qui fait ça dans le chêne, les autres arbres, je ne sais pas. Quand on enfonce des coins en métal, sur une photo, on voit, ça fait des traces noires bleutées. Et je pense... Des arbres en capsule. Ah oui, je pense que la mitraille est rentrée un peu dans l'arbre, puis l'arbre continue à grossir, et puis c'est encapsulé à l'intérieur, quoi. Et ils détestent ça, les scieurs, parce que ça une lame de scie, ça perturberait la scierie, c'est un certain budget. Donc, et il y a des forêts où ils passent ce qu'ils appellent à la poêle à frire, quoi. Au détecteur, quoi. Alors quand ils ont beaucoup de doutes, c'est « Allô Christian, on a des beaux sujets pour toi ».
Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que si une chaîne de tronçonneuse rencontre un bout de métal, c'est tout. Après, il suffit d'affûter et de changer la chaîne éventuellement, mais même ça, c'est pas arrivé. Mais ça fait une tache, comme si on avait mis de l'encre de Chine sur le bois. Cicatrice. C'est la chaleur. Non, c'est l'oxydation. C'est la réaction entre le tanin du bois. Tanin, elle met le fer, hein. Ouais. Faire chaud. Non, le fer. L'élément fer, en fait. Le métal, ça oxyde. Hein. Ça réagit avec les tanins. Ça fait un noir bleu, très beau d'ailleurs. Je pense pas que ça reste, je pense pas qu'on puisse faire des aquarelles avec. Mais là, il me semble qu'il y a une étape là, que peut-être vous n'avez pas expliquée. Lorsque le bois, donc le tronc, hein, est fendu, Oui. et puis la fin, mais au milieu, qu'est-ce que vous faites? Parce que chaque silhouette, en fait, a une forme différente. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous utilisez quels outils? Est-ce que vous avez des gouges? Est-ce que vous avez... C'est à tout. la main ou c'est... Non, Je ne fais Non. rien du tout. Alors, Je ça laisse- veut dire... Oui. L'arbre Parce est... que quand c'est fendu, qu'est-ce L'arbre que... est fendu. Voilà. Oui. Je n'utilise que la partie haute à la tronçonneuse pour faire la silhouette, mais tout le reste de l'arbre, je n'y touche pas. Et chaque fois, c'est une silhouette différente. Exactement. D'accord. C'est l'arbre. Ce que je dis, c'est C'est l'arbre. ouais. Chaque arbre a une personnalité, transmet un geste graphique différent d'un arbre. Il n'y a pas deux arbres identiques. Il n'y a pas deux arbres identiques. Ouais. Ce qui permet, moi, de varier mes groupes et de renouveler complètement. En fait, je ne fais pas grand-chose. Ouais, de rien.